Et tout à l'heure, les échanges, on va le démontrer, les échanges pour les panels. C'est vrai que vous aurez pas mal de panels aujourd'hui et demain, mais là, on va commencer par le premier panel important. Demoiselle? Yes, please. So we're going to move over to our panel discussion, but before we do that, we'd really like to thank Mr. Jean-Andre for this, for what you've put together. There is a saying in English, right? I think we can also translate it in French that alone you can move fast, but together we'll go far. So I believe that because we are doing this together, we are definitely going to go far. And I look forward to that day that we'll actually be having 2 Abidjan Private Equity Summit in Côte d'Ivoire. Thank you so much, Mr. Jean-Andre. So we're going to move to our first panel discussion today, and we are going to actually be looking at private equity, venture capital, and the stock market. How to optimize all these 3. Fonds d'investissement et marché boursier. Quelle chaîne de valeur optimale au niveau des États? Tout à l'heure, j'ai essayé de mettre en exergue le lien qu'il y a entre l'État, les fonds d'investissement et la bourse. C'est très important. C'est très important, d'autant plus que, selon les études académiques, et ça se voit, l'économie américaine, son innovation provient de l'arrivée perpétuelle de nouvelles pépites sur le marché qui sont toujours financées par les fonds d'investissement. Le Nasdaq est nourri continuellement par les fonds d'investissement. Une fois que les compagnies arrivent au Nasdaq, elles deviennent publiques et elles quittent le giron des fonds d'investissement. Et c'est ça qui pousse d'autres investisseurs à investir dans les fonds d'investissement pour trouver la pépite, pour trouver le Google, pour trouver le Facebook, pour trouver l'Amazon de demain. Donc, ce ne sont pas des activités qui ne sont pas liées. Et l'État doit apporter sa contribution. L'État est le régulateur, l'État est celui qui sécurise, et l'État est celui qui permet de fluidifier toutes ces interactions. Donc il était important pour nous de réunir ici la Direction générale des impôts, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, le conseiller technique du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, qui est impacté, puisque si on finance des PME, c'est dans son giron, et le président de l'association ivoirienne des investisseurs en capital, pour qu'ils puissent aujourd'hui essayer de nous apporter des solutions sur l'amélioration de cette interaction-là. Donc je vais commencer par le directeur général des impôts. Bonjour, monsieur le directeur général, cher Aîné. Encore une fois, merci d'être venu. Vous avez été contacté il n'y a pas trop longtemps, mais votre réactivité m'a subjugué. Merci. Donc, je voudrais que, devant tous les opérateurs financiers qui sont ici, vous nous disiez déjà quelques mots sur ce que l'État, à travers son bras fiscal, son bras séculier, en charge de la fiscalité. Son bras frappeur aussi. Voilà. Son bras frappeur a prévu pour toutes les compagnies qui sont là et pour le financement serein de notre économie. D'accord. Avant tout propos, je voudrais, au nom du ministre de l'économie, du ministre des Finances et du Budget, il va falloir que nous nous habituions à cette nouvelle appellation. Je voudrais vous adresser mes
vifs remerciements et toute ma gratitude pour l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui d'échanger sur une thématique qui peut-être aujourd'hui est au stade embryonnaire, mais vous l'avez dit dans vos propos introductifs, c'est le demain que nous préparons aujourd'hui avec la mise en place d'un certain nombre d'instruments dont les fonds d'investissement, qui sont dans l'ordonnancement juridique ivoirien, je dois l'avouer, un peu une innovation. Ils font leur petit bonhomme de chemin sous différentes variantes, et l'administration fiscale, sur instruction des pouvoirs publics, essaie de suivre le mouvement pour faire de la facilitation, du soutien. La Direction générale des impôts est connue à travers sa mission première, qui est la mission budgétaire, c'est-à-dire la mobilisation des ressources intérieures. Mais à travers cette mobilisation des ressources intérieures, il y a un volet de création d'emplois, lequel ne peut se faire sans création de richesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer d'emplois, c'est la richesse qui crée l'emploi. Et il faut je dirais, créer les conditions de mobilisation de cette richesse. Pour revenir au thème qui nous réunit ce matin, je crois que le thème c'est bien fonds d'investissement et marché boursier, quelle chaîne de valeur optimale au niveau des États. Alors, le thème tel qu'il est libellé, on peut se demander, mais enfin l'État, qu'est-ce qu'il fait dedans? L'État, c'est le plus gros consommateur à l'intérieur d'un État, mais c'est également le plus gros investisseur généralement. Et à côté de lui, il y a d'autres types d'investisseurs, d'autres catégories d'investisseurs qui n'ont pas le poids, je dirais financier, le poids juridique, le poids économique de l'État central, mais qui ont des domaines d'intervention bien spécifiques pour lesquels, et c'est là que l'État intervient, pour lesquels elles ont besoin de l'accompagnement de l'État en termes de facilitation, en termes de sécurisation de l'environnement juridique et fiscal. Donc, fonds d'investissement et boursier, quelle chaîne de valeur? L'État intervient justement à travers ce processus de création de chaînes de valeur et de valorisation de chaînes de valeur, au risque de me répéter, à travers un certain nombre de mécanismes. Je n'ai pas fait un coup de fiscalité, de toute façon je n'ai plus la mémoire pour. Alors, pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, mais qui est pratiquement celui des pays membres de l'UEMOA, nous avons encore quelques petits décalages entre la législation de l'UEMOA et celle de la CEDEAO. Mais nous travaillons dans un cadre concerté d'harmonisation de nos législations fiscales, tant au niveau de l'UEMOA que de la CEDEAO, afin que les avantages fiscaux qui pourraient être accordés à des secteurs d'activité ou à des types précis d'opérations, que ces avantages fiscaux-là soient mutualisés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Plusieurs mécanismes ont été mis en place en fonction de la spécificité du type d'investissement, de la structure. Alors, je vais prendre, comme j'ai juste pour voisin, monsieur le président de la Bourse régionale des valeurs immobilières, je vais prendre par exemple justement la valeur, les produits boursiers. La législation fiscale prévoit
au profit des fonds d'investissement, au profit des entreprises prises individuellement, un certain nombre d'avantages fiscaux. Vous avez un article dans notre code qui est l'article 21, pour ceux qui veulent aller plus loin. Cet article prévoit par exemple que lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices et que ces bénéfices-là ont été réalisés à travers des produits ou des revenus boursiers, le bénéfice est absous d'imposition dans la limite de 50% des investissements réalisés à travers des actifs, des obligations, etc. Et donc, le même article, mais plus loin, vous dit que la proportion de 50% est portée à 95% lorsque les produits qui ont été réalisés à travers des placements, des actifs, lorsque ces produits ont été réalisés et intégrés dans le bénéfice d'une maison mère. Donc la maison mère bénéficie d'un abattement fiscal de 95%. On n'est plus à 50%. Vous voyez un peu les proportions. Donc, on détermine le bénéfice. On regarde quelle est la proportion des produits boursiers dans la réalisation ou dans la consolidation, dans la formation de ce bénéfice. Et lorsqu'on a déterminé ce deuxième montant, l'entreprise est exonérée à hauteur de 50%. Le taux est porté à 95% lorsqu'il s'agit d'entreprises cotées en bourse. Je parle sous le contrôle de M. le Président. Je vous ai également parlé du régime des entreprises, des maisons mères. C'est normal. Il est porté à 95%. Pourquoi? Parce que lorsque je vous ai fait une décote de 50%, parce que vous êtes coté en bourse, vous, entreprise A, et que vous êtes dépendante d'une entreprise B, qui est la maison mère, parce que vos produits vont être reversés dans les produits globaux et consolidés de la maison mère, qui peut s'appeler holding, qui peut avoir une autre appellation. Pour éviter la double taxation, le taux d'imposition de la maison mère est réduit à 5%, donc 95% d'abattement. Tout ça pour inciter les entreprises à faire des investissements à travers des instruments et des organismes qui seront mis en place, notamment la Bourse régionale des valeurs mobilières pour ce qui est de l'espace UEMOA que nous connaissons le mieux. Il y a d'autres choses. Les emprunts obligataires que l'État lance, l'État, les collectivités, les personnes morales de droit public, tous ces emprunts obligataires et toutes ces actions sont exonérés d'impôts à 100%. Donc, c'est pour inviter les entreprises et les inciter non seulement à épargner, mais à utiliser cette épargne pour investir. Parce que l'un des soucis de l'État, c'est ça. L'État ne peut pas investir dans tous les domaines. Mais l'État peut encourager. L'État peut susciter. Et c'est son rôle. Et il le fait à travers différents mécanismes, dont celui que je connais le mieux, c'est la fiscalité, comme je l'ai dit, en accordant un certain nombre d'avantages fiscaux à toutes les entreprises. Généralement, il s'agit de personnes morales qui se mettent ensemble, par exemple, qui peuvent se mettre ensemble, mettre leurs actifs ensemble pour accompagner les entreprises. DG, vous avez dit ça, mais vos éléments sont venus me voir. Donc,
enregistrez bien la régie. Ça va servir. On va maintenant passer aux représentants du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Mais tout ça, c'est des variantes des mécanismes. Des mécanismes que la législation permet aux entreprises de mettre en place pour pouvoir soit s'autofinancer, parce qu'il y a des cas qui sont prévus où l'entreprise décide de ne pas distribuer les bénéfices pour s'autofinancer et investir plus. Et dans ce cas, l'État accompagne également cet autofinancement en disant, mais enfin, généralement, une entreprise se crée pour rechercher de la richesse, la distribuer entre ses membres, et voilà une entreprise qui décide, bien qu'elle ait réalisé des bénéfices, de ne pas les distribuer, de les réinvestir, et l'État apporte un accompagnement fiscal à cette opération. Il y a également des types d'entreprises qui lèvent des fonds, qui ont pour mission de lever des fonds pour accompagner de jeunes entreprises en les finançant. Cette opération de financement, que j'appelle une opération de sapeur-pompier, est accompagnée d'un certain nombre d'avantages au profit de l'entreprise accompagnatrice. Donc, je n'ai pas tous les cas en tête, mais les avantages vont de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice, l'exonération des droits d'enregistrement sur les opérations d'augmentation, de réduction de capital ou même de dissolution d'une entreprise qui aura été accompagnée par une autre qui est investisseur, ou même par l'entreprise investisseur qui serait devenue et qui serait tombée en faillite. Il y a, comme je le disais, il y a l'impôt sur les bénéfices, il y a les droits d'enregistrement sur les axes d'augmentation de capital, de dissolution de capital, de modification du statut de l'entreprise, de tous les actes de la vie civile de l'entreprise. Vous avez l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, l'exonération sur les droits de thème, etc., etc. Et donc, l'État ne reste pas les bras croisés. Il s'est dit, je suis certes l'État, j'ai pour vocation de développer le pays, mais je ne peux pas embrasser tous les secteurs d'activité en même temps. Les secteurs d'activité qui sont spécifiques, que certains opérateurs économiques s'engagent à investir, moi, État, je les accompagne avec la fiscalité, afin qu'au final, l'investissement soit un véritable facteur de développement, parce qu'en fait, il n'y a pas de développement sans investissement, et il faut susciter l'investissement. C'est ce que je peux dire dans un premier temps, concernant donc la question que vous m'avez posée. Il existe un certain nombre de dispositifs au profit des sociétés ou d'entreprises d'investissement, qu'elles soient en bourse, cotées en bourse, ou même pas. Donc, merci. Il existe une panoplie. C'est comme je l'ai dit, il s'agit aussi de métiers nouveaux qui ont fait leur émergence il n'y a pas très longtemps dans la sous-région. Les fonds de placement immobilier, les sociétés d'investissement à capital fixe, à capital variable, etc. Et donc, l'administration fiscale suit également l'évolution de ces entités économiques et essaie d'adapter le dispositif fiscal, étant entendu que la priorité, c'est de favoriser l'investissement, lequel va créer la richesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous allons passer au Directeur Général de la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Quand nous étions petits, on connaissait la Bourse des Valeurs d'Abidjan. Du chemin a été fait depuis. Monsieur le Directeur Général, je souhaiterais que déjà vous nous présentiez la BRVM, ce que vous avez fait et comment est-ce que la relation entre qu'est-ce qui peut intéresser en ce qui concerne la BRVM, les fonds d'investissement qui sont ici présents.
Merci, Monsieur Aiko. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette initiative d'organiser un tel sommet à Abidjan sur un sujet, je dirais, très important pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. La BRVM est heureuse de s'associer à cette initiative parce que nous sommes au cœur de la question du financement à long terme des entreprises et du secteur privé et par conséquent, nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. La BRVM a été créée en 1996, nous avons démarré nos activités en 1998, comme vous l'avez dit, sur les cendres de l'ancienne Bourse des valeurs d'Abidjan. Il s'agissait d'une réforme structurelle majeure pour nos économies. On était à un tournant où le financement de nos économies était relativement faible. On sortait d'une crise bancaire assez sévère qui a impacté la croissance dans les pays de l'Union. Il fallait trouver un mécanisme qui permettait de financer à la fois les États et le secteur privé. Et on a pensé à la bourse, puisque la bourse a fait ses preuves dans d'autres régions du monde. Et on a créé la BRVM avec pour objectif justement de mobiliser des ressources à long terme pour le financement des économies de l'Union. Et la BRVM donc a repris les 35 sociétés cotées à la BVA pour démarrer et également a fait admettre de nouvelles sociétés. Nous avons parcouru un long chemin depuis lors. Aujourd'hui, nous avons 46 sociétés cotées à la BRVM avec une vingtaine de nouvelles introductions qui ont été faites entre-temps. Nous avons une capitalisation boursière de l'ordre de 7 800 milliards de francs CFA pour le marché des actions. Nous sommes la 5e bourse sur le continent africain, après Johannesburg, le Caire, Casablanca et Lagos. Donc nous sommes une place financière dans le top 5 des bourses sur le continent. Nous avons également un marché obligataire très actif puisque nous avons plus de 138 lignes obligataires cotées pour une valeur de plus de 10 800 milliards de francs CFA. Donc c'est un marché obligataire aussi d'une taille relativement importante. Bon, il faut dire que quand nous avons, je dirais, créé la bourse, notre plus gros défi était un défi technologique parce qu'il fallait connecter 8 pays. C'est la première fois que ça se faisait au monde. Et il fallait s'assurer que le temps de réponse dans l'envoi des ordres de Niamey, de Lomé, sur le site d'Abidjan soit le même. Donc ce n'était pas si évident que ça. Mais on a relevé le défi technologique. Maintenant, il fallait développer. Et pour développer, il faut attirer de nouvelles sociétés à la Côte. Nous avons eu la chance que l'État de Côte d'Ivoire, très engagé dans le programme de privatisation, a pu privatiser plus d'une dizaine de sociétés par la bourse au cours des 20 dernières années. Et c'est ça qui nous a permis d'augmenter la taille de notre marché. Nous avons adressé un certain nombre de difficultés, d'abord de liquidité, donc nous avons fractionné les titres, nous avons exigé un volume minimum pour les sociétés cotées, parce que la liquidité est une question importante pour nous. Nous avons essayé d'attirer des investisseurs internationaux vers la bourse en faisant intégrer la BRVM aux indices mondiaux les plus connus. Et nous avons fait un certain nombre de réformes vraiment qui ont accéléré le développement de la bourse, notamment l'introduction de la notation, la création du marché hypothécaire, l'harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières, comme le directeur général en a parlé tout à l'heure. Donc, toutes ces questions-là, toutes ces réformes ont permis de dynamiser la bourse et donc les résultats sont ceux que nous avons observés au cours des 10 dernières années. Je pense que la question de l'articulation entre la bourse, les États et les fonds d'investissement est une question cruciale. C'est une question de vision de développement. De quelle économie avons-nous besoin pour créer de la richesse et de l'emploi dans notre pays? Est-ce une économie basée sur le financement par la dette
ou une économie basée sur le financement par le capital. Ça, c'est un choix à faire. Et pour ce choix, les trois parties, l'État, la bourse et le secteur privé, le fonds d'investissement, les fonds d'investissement doivent avoir une vision commune ou très concertée de la question. Et je pense que c'est le cœur du débat. Est-ce que nous sommes tous alignés? Bourse, État, secteur privé, fonds d'investissement, sur l'économie dont nous rêvons pour notre pays. Si c'est une économie dont le financement à long terme est l'enjeu le plus important, il faut qu'on se donne les moyens de favoriser ce financement à long terme. Et dans ce cadre-là, les fonds d'investissement jouent un rôle clé, fondamental. Et j'ai l'habitude de dire qu'on ne passe pas d'une économie d'endettement héritée plus ou moins d'une certaine colonisation, avec une prédominance du secteur bancaire, à une économie de marché sans transition. Et cette transition-là est souvent assurée par les fonds d'investissement, souvent assurée par le venture capital. Et je crois que c'est un peu ce maillon, cette transition que nous n'avons pas encore bien ficelé. Mais il est important avec ce type de forum, avec ce type de sommet, de ficeler cette transition, de tous nous accorder sur le fait qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver si on ne donne pas, je dirais, les ressources nécessaires à la bourse et au fonds d'investissement pour pouvoir vraiment faire le financement à long terme. Il n'y a pas d'autre mécanisme. On a vu à travers le monde, vous avez raconté l'histoire européenne, la même histoire en Chine, la même histoire aux États-Unis. Le Nasdaq est né d'une volonté de vraiment changer d'économie, d'échelle aussi. Les Américains, les États-Unis étaient une économie, je dirais, à forte dose industrielle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont très vite vu l'économie digitale arriver. Ils ont créé le Nasdaq pour ça. Donc c'est la vision en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, pour notre Union, l'économie de demain, comment on la voit? Et qui doivent être les acteurs pour pouvoir vraiment faire cette économie et la faire vivre? Et c'est un peu l'enjeu de ce type de rencontre. Et je crois que chacun doit jouer son rôle. La bourse, nous sommes, je dirais, une structure centrale qui doit créer les conditions pour favoriser l'attraction des entreprises, favoriser l'attraction des investisseurs particuliers et institutionnels pour investir dans les entreprises et garantir la fluidité de l'information, la transparence, la bonne gouvernance des sociétés cotées pour rassurer l'ensemble des parties. Ça, c'est notre rôle. Et nous nous organisons et nous faisons tout pour pouvoir tenir correctement ce rôle. Les fonds d'investissement doivent aussi travailler à vraiment aller chercher les pépites, à aller investir. J'ai suivi une déclaration de Topé Lawali, vous le connaissez bien, un des plus gros investisseurs africains dans le private equity. C'est vraiment aller chercher les entreprises auxquelles les gens ne pensent pas, qui ont un potentiel de croissance, qui font rêver, qui transforment leur secteur d'activité et les amener progressivement vers le marché. Je pense que ça aussi, c'est un travail de fond que les fonds d'investissement doivent faire. Les fonds doivent être, vous avez dit, il y a tellement de compétences dans le secteur d'activité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Maintenant, il faut aller attirer plus d'investisseurs vers notre zone. Le taux de pénétration, on a le plus faible taux de pénétration des fonds d'investissement en Afrique. Les fonds qui arrivent chez nous arrive très timidement. Nous avons deux défis. D'abord, améliorer l'attractivité et ensuite permettre aux institutionnels locaux d'investir dans les fonds de private equity.
dans certains pays après ça. Ceux qui les DFA, ils viennent d'un pays, de certains pays, mais bon, et dans leur pays, est-ce que c'est d'autres investisseurs qui vont aller investir? C'est eux-mêmes. Donc il faut que nous puissions créer les conditions pour que nos caisses de retraite, nos compagnies d'assurance, nos caisses de dépôt et de consignation en particulier, investissent dans le private equity pour soutenir le secteur privé et évidemment préparer ces entreprises-là à aller en bourse. Je pense que ça, c'est un peu aussi le rôle de l'État, en dehors de la fiscalité. Je reviendrai sur la question tout à l'heure. L'État doit favoriser un peu, je dirais, cet écosystème-là en amenant les uns et les autres à s'impliquer, chacun à son niveau, dans le processus justement d'organisation de l'investissement à long terme. Pour la fiscalité, c'est un sujet clé. Le directeur général des impôts en a parlé. Et je voudrais vraiment le féliciter l'État de Côte d'Ivoire pour ce qui a été fait pour les marchés de capitaux depuis 2010. On a adopté une directive sur l'harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières et il en a abordé des points, d'ailleurs, que beaucoup ne connaissent pas. Effectivement, avant cette harmonisation, par exemple, l'impôt sur les dividendes dans certains pays était plus de 18%. On l'a ramené à 10%. L'impôt sur les intérêts des emprunts obligataires a été ramené à 6% pour le secteur privé. Donc il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il a évoqué la question de la taxation des ressources provenant des placements en valeur mobilière dans les bénéfices des entreprises. C'est quand même des efforts extrêmement importants, 50%, 95% pour les holdings. Il a abordé la question de la défiscalisation pour les collectivités locales, pour l'État. Tout ça, c'est dans l'harmonisation de la fiscalité, mais pas exploité. Il est même prévu une disposition où une entreprise du secteur privé peut émettre un emprunt obligataire défiscalisé si l'État juge que le secteur dans lequel il opère est un secteur prioritaire de développement. C'est des dispositions, à mon avis, très ouvertes pour pouvoir favoriser le développement donc, du secteur privé. Mais le point clé, je pense, pour la relation qui lie les États, le secteur privé et la bourse, sur la question de la fiscalité, c'est la taxation ou non des plus-values de cession des fonds d'investissement lorsqu'ils veulent rentrer en bourse. Je pense que c'est notre cheval de bataille. Depuis quelques années, on se bat pour arriver à ce que les États accordent aux fonds d'investissement qui sortent par la bourse une défiscalisation des plus-values de cession. Je pense que si on arrive à ça, ça peut être une disposition législative et fiscale qui va favoriser les sorties par le marché. La bourse s'alimente de trois façons. Où c'est la privatisation, et là, l'État de Côte d'Ivoire fait déjà un travail extraordinaire, où c'est le secteur privé qui vient volontairement, où c'est la sortie de private equity. Et un des éléments clés, est-ce qu'à la sortie, on est fiscalisé ou non? Parce que la sortie se prépare vers l'investissement. Si les fonds d'investissement savent aujourd'hui qu'en sortant par la BRPM, ils vont bénéficier de la défiscalisation de la plus-value, ils vont se préparer à le faire. Donc je pense que c'est un point clé. Donc, pour me résumer, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait une vision commune ou concertée de l'économie que nous voulons pour nos pays, pour les années. Une fois qu'on a une vision très claire là-dessus, on met les leviers ensemble en place pour pouvoir arriver à cette économie-là. Et l'un des leviers sur la question de la fiscalité et des fonds d'investissement, c'est éventuellement la défiscalisation des plus-values de cession lors de la sortie des fonds par les marchés capitaux. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Il y a un ami qui m'a dit que les panels devraient être de 50 minutes. Il est dans la salle, il se reconnaîtra. Je lui ai dit que par expérience, 50 minutes, ça passe très vite. Surtout lorsqu'on est avec des experts, des praticiens, ce n'est pas des théoriciens, ils pratiquent. Donc ils ont beaucoup de choses à dire. C'est des choses qu'on ne peut apprendre que dans ce genre de salon. On ne peut pas les apprendre dans les livres
ou à l'université. Donc on les laisse professer et nous qui sommes les professionnels, on écoute. Parce que si demain j'ai un contrôle fiscal, je dirais que DG, vous aviez dit ça, mais vos éléments sont venus me voir. Donc enregistrez bien la régie, ça va servir. On va maintenant passer au représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. C'est-à-dire qu'il a un ministère qui est au centre même de l'action des fonds d'investissement. Il est question de financer les PME, il est question de financer les grands projets industriels de l'État. Les sources de financement sont diverses et variées. Moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est dans ces missions, qu'est-ce que le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME a prévu pour déjà les entreprises, donc les PME, mais aussi pour les fonds d'investissement, pour permettre à l'État de bénéficier aussi de cette source de financement qui n'est pas négligée et qui, comme l'a relevé le DG de la BRVM, est encore très, comparé aux autres pays de l'Afrique, surtout la partie anglophone, est encore à un niveau relativement faible. Qu'est-ce que le ministère a donc prévu pour inciter à la création de plus d'entreprises dans lesquelles, comme l'a dit le DG, on irait investir parce que ces entreprises-là proposent quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Donc, qu'est-ce que les PME ivoiriennes peuvent attendre du ministère qui peut aussi intéresser les fonds d'investissement? Merci. Je voudrais rectifier, corriger deux petites choses. Le ministère, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ah, il n'y a pas de PME. Dans les attributions, on a également la promotion des PME, mais pas seulement des PME, on a également la promotion de l'artisanat. On joue aussi sur le volet promotion des investissements au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Et c'est un ministère transverse qui est en charge du secteur privé. Et dans ce ministère, la vision de développement de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on veut une croissance économique forte. La croissance économique est déjà forte. Elle a été forte sur les 10-12 dernières années. Mais il faut qu'elle soit plus inclusive, qu'elle soit plus créatrice d'emplois, qu'elle soit respectueuse du genre et de l'environnement à travers un accroissement substantiel du taux d'investissement privé. Et c'est fondamental. Fonds d'investissement. Il est question de financer les PME. Il est question de financer les grands projets que nous on voit pour à moyen et à long terme. Donc le docteur Souleymane Diarra, le ministre en charge du commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire, en charge de ce ministère, qui est lui-même un ancien banquier, donc insiste sur le fait que ça vient vraiment à propos pour essayer de voir comment on peut financer l'ambition industrielle de la Côte d'Ivoire. Comment on peut financer au niveau du commerce extérieur, dans le cadre de la CEDEAO, de l'UEMOA, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de la ZLECTA. Comment on peut financer le commerce extérieur et comment on peut améliorer le commerce intérieur en Côte d'Ivoire et comment on peut vraiment développer, booster notre industrie. Et booster notre industrie, la Côte d'Ivoire doit continuer à améliorer la transformation de nos matières premières agricoles et la transformation de nos matières premières minières et toutes les matières premières dont on bénéficie et qu'on extrait de notre sol. Et aujourd'hui, c'est fondamental qu'on puisse, au niveau industriel, avoir un financement beaucoup plus important. L'État a fait une réforme majeure au niveau industriel concernant la gestion des parcs industriels, la gestion
des infrastructures industrielles. Aujourd'hui, on a un outil assez important et fondamental qui est la SOGEDI. La SOGEDI est issue de la fusion du FODI et de l'AGEDI. Et c'est un outil majeur pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir industrialiser, il faut avoir des zones industrielles. Et la SOGEDI est en place pour pouvoir améliorer le fonctionnement des zones industrielles en Côte d'Ivoire, les diversifier, les faire sortir d'Abidjan, les faire sortir de San Pedro et couvrir la majorité du territoire ivoirien. Donc au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est vraiment prioritaire qu'on puisse trouver des sources de financement alternatives pour financer nos zones industrielles. Pour pouvoir avoir au niveau de ces zones industrielles, ce dont vous avez parlé qui est fondamental, les PME, les TPE. Il faut qu'aujourd'hui on ait des zones industrielles qui puissent héberger les PMI, les TPI et les entreprises de taille intermédiaire. Il faut qu'elles puissent pouvoir vivre, se développer à travers nos zones industrielles. Et pour nous, c'est fondamental. Parce qu'au sein de la vision du gouvernement, quand on regarde les priorités, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. On a vraiment besoin de sources de financement alternatives à travers le private equity, à travers le venture capital, qui puissent permettre de booster et d'améliorer en fait l'industrie ivoirienne, renforcer l'industrie ivoirienne. On a besoin d'accroître l'investissement dans l'investissement privé, pouvoir offrir plus d'opportunités à côté de la bourse, à côté des actions, à côté des obligations traditionnelles, qu'on puisse avoir des actions et des obligations d'entreprises qui ne soient pas les plus grandes entreprises, qui soient des PME, qui soient des PME, qui soient des pépites qu'on puisse rechercher pour pouvoir en fait pouvoir vraiment booster l'économie ivoirienne. On a aussi besoin d'approfondir notre système financier. Je pense que l'aventure BVA, BRVM, c'est une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, on a la 5e bourse en Afrique. On a besoin d'aller plus loin. Et pour cela, on a besoin d'améliorer non seulement la fiscalité, mais d'améliorer aussi le capital humain, d'améliorer la productivité. Et pour nous, c'est tout cet ensemble d'éléments que ce genre de sommet peut permettre d'atteindre. On a besoin de plus d'infrastructures. Lorsqu'on parle d'infrastructures de façon classique, on pense aux routes, on pense aux ports. On a besoin de plus d'infrastructures dans le domaine ferroviaire, voir comment pouvoir lever des fonds à travers la bourse, à travers d'autres sources de financement alternatives pour développer la ligne Abidjan-Ouaga qui mène au Niger. On a besoin vraiment de renforcer ça. On a besoin aussi de plus d'investissements dans le domaine fluvial, de pouvoir utiliser les fleuves ivoiriens pour pouvoir transporter les marchandises. Donc on a besoin de zones industrielles. On a besoin aussi d'infrastructures commerciales qui soient plus adaptées. On a besoin de marchés de gros, de marchés de détail, de marchés relais. Et en Côte d'Ivoire, on a une structure publique qui s'appelle I2T, qui en partenariat avec la coopération canadienne a entamé un projet majeur, les pertes post-récolte. On doit réduire significativement les pertes post-récolte parce que pour certains types de produits agricoles, on a des pertes post-récolte qui peuvent aller de 40 à 50, 60, 70%. Comment on peut financer au niveau du commerce extérieur dans le cadre de la CDAO, de l'UEMOA, dans le cadre de la CDAO, dans le cadre de la Delta? Comment on peut financer le commerce extérieur et comment on peut améliorer le commerce intérieur en Côte d'Ivoire et comment on peut vraiment développer, booster notre industrie. Et booster notre industrie, il faut plus de chimie. On a besoin d'engrais. Et les engrais, on allait les prendre en partie au Maroc, mais en très grande partie en Russie et en Ukraine. Cette crise nous a obligés à trouver des moyens alternatifs
pour développer en fait les engrais qu'on prend en Afrique, au Maroc, pour développer les engrais qu'on prend au Togo et qu'on prend en Afrique du Sud pour pouvoir développer notre productivité agricole. Et en développant cette productivité agricole, comment mieux conserver nos cultures. Donc en fait, c'est un écosystème qu'on doit mettre en place. Et pour nous, le private equity et le venture capital est fondamental dans cet écosystème. Et on espère voir grandir ce système pour pouvoir financer non seulement les grandes entreprises, les pépites, mais aussi financer les PME, les PMI et les TPI. Merci. Pouvoir sortir du secteur informel par le haut, c'est ce qu'on espère tous. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, c'est le président de l'association ivoirienne des investisseurs en capital, Cheikh Souleymane Diallo. Président, je voudrais que vous présentiez déjà l'association et que vous expliquiez à nous, vos adhérents, et aux pouvoirs publics qui sont là, les combats qui sont les nôtres et vos attentes vis-à-vis donc des différents acteurs qui sont là. Merci beaucoup pour l'introduction. L'association ivoirienne des investisseurs en capital, en abrégé A2IC, a été créée en 2017. En 2017, sous l'impulsion de certains gestionnaires de fonds, dont feu M. Michel Abourbois de Phoenix, par une dizaine de gestionnaires de portefeuille. Aujourd'hui, en 2024, on est à peu près une vingtaine de gestionnaires de portefeuille regroupés au sein de cette fêtière, avec pour principale mission la vulgarisation du capital investissement, la promotion du capital investissement sur le territoire national et régional, et également l'éducation, la formation des membres de notre industrie. On a aujourd'hui deux catégories de membres dans notre association. On a ce qu'on appelle des membres actifs, qui sont l'ensemble des gestionnaires de portefeuille, et également on a des membres qui sont non actifs, qui sont représentatifs, qui sont plutôt des parties prenantes autour de cette association, qui peut être les cabinets de conseil ou même souvent des organismes liés à nos activités sur les volets fiscaux, sur des volets environnementaux, sociaux ou gouvernance. La vulgarisation de notre activité est pour nous un pilier majeur dans notre activité, dans notre association, parce que via cette vulgarisation, on pourra participer à ce genre de forum, permet la vulgarisation de nos activités, organiser des conférences dédiées au private equity pour parler d'un métier qui est relativement jeune également dans l'industrie, fait partie de nos volets vulgarisation, mais également des rencontres entre les différentes parties prenantes, que ce soit les ministères, que ce soit également la bourse pour tout ce qui est sorti, fait partie également de la vulgarisation de nos activités. On prévoit aussi la promotion du capital investissement. En quoi ça consiste? Ça consiste à finalement travailler sur un cadre réglementaire, fiscal et légal qui soit adéquat à notre profession. Cela consiste aussi à communiquer sur l'attractivité de la place d'Abidjan, parce qu'Abidjan et la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont une place financière attractive, mais également en termes de promotion, cela nous permettra de travailler à développer l'industrie du capital d'investissement. Donc au-delà de ces deux axes de développement, on a également un troisième axe, parce que pour nous, il est important d'éduquer et de former, former les membres, les jeunes adhérents pour en faire des professionnels des investissements avertis, aguerris, et qui soient capables
d'aller chercher des ressources pour pouvoir mieux les placer dans des entreprises privées. Le capital investissement, qu'est-ce que c'est? Le capital investissement, pour faire simple, il s'agit de professionnels de l'investissement qui ont su gagner la confiance de certains investisseurs et qui ont réussi à placer l'argent de ces investisseurs sur des périodes relativement longues, en 10 et 12 ans, dans des entreprises à capitaux privés qui ont su les développer, qui ont su créer de la valeur et qui ont su revendre leur participation par derrière. Qu'est-ce que cela implique? C'est impliqué d'opération. Pour que cette opération soit réussie, il faut qu'il y ait, on va dire, une alchimie entre aussi bien le gestionnaire de fonds qui, d'un côté, arrive à lever de l'argent auprès soit de DFI ou auprès d'institutions financières de développement ou auprès d'institutions financières locales ou même auprès de certains privés, auprès de fonds de pension, qui arrivent à placer cet argent dans une société. Donc il faut que cette société arrive à créer de la valeur sur la durée, créer des emplois, qu'ils soient directs ou indirects, mais également pour les autres parties prenantes de ce contrat, qui sont également les autorités fiscales et les divers ministères. Et à mon sens, pour que cette opération soit une réussite, c'est une opération un peu win-win, où il faut plusieurs prérequis. Le premier, pour moi, c'est un environnement socio-politique favorable. Aujourd'hui, difficile de créer de la valeur si l'environnement socio-politique n'est pas calme, apaisé. C'est difficile. Le deuxième point, c'est une croissance économique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays à montrer une croissance économique historique, mais également prévisionnelle, assez solide, et qui rassure les investisseurs à faire un pari sur ce pays. Il faut également qu'on ait un cadre réglementaire, juridique et fiscal adapté. Tout à l'heure, je disais que le capital investissement, c'est un contrat entre plusieurs personnes. Donc un contrat entre des professionnels de l'investissement qui, eux, sont soumis à une fiscalité particulière, un contrat entre des investisseurs qui, eux, détiennent les prises de participation et d'où les plus-values des cessions, donc une fiscalité également particulière. Donc il faudrait que ces différents contrats et ces différentes fiscalités soient assez alignés avec ce que l'on voit aujourd'hui au niveau international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui qu'aujourd'hui on est dans un monde global, local, on parle beaucoup de mondialisation, on parle de places financières attractives, et pour moi aujourd'hui il faudrait que la Côte d'Ivoire et la place d'Abidjan arrivent pour attirer les investisseurs et pour attirer les capitaux, être assez compétitifs comparativement aux places financières que l'on peut trouver sur, par exemple, Maurice, Delaware, le Luxembourg, et je suis sûr qu'on peut y arriver avec la volonté de tous. Merci. Il nous faut des professionnels d'investissement, et ça on travaille là-dessus avec l'association pour créer des professionnels d'investissement beaucoup plus forts. Il nous faut des investisseurs aussi qui ont de l'appétit à investir sur le marché, mais tout le travail que l'on fera en amont pour créer de l'attractivité sur le marché, pour mettre la Côte d'Ivoire en valeur, pour mettre également en valeur les différentes incitations fiscales que l'on pourra avoir au niveau de ces fonds d'investissement participeront au développement de notre industrie. Et peut-être le dernier point, il faut également réussir à transformer ces participations en liquidité. Parce que c'est quand ces participations sont transformées en liquidité que l'on peut considérer que l'on a atteint les objectifs. Et on a vraiment besoin de la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui pour nous est un relais de croissance dans la recherche de ces solutions de liquidité-là. Donc je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce panel où il y a l'association, on va dire, de tous ces corps de métier, et de savoir que l'on est assez aligné sur le développement de notre industrie. Merci. Merci.
Nous avons commencé environ 11h20, il nous reste à peu près 17 minutes. On va continuer de poser les questions, mais maintenant, en 2 minutes, les réponses doivent être les plus succinctes et courtes possibles, pour qu'on puisse continuer de nous nourrir de votre savoir. Donc, je reviens au directeur général des impôts. Il a expliqué les mécanismes qui ont été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour inciter tous les entrepreneurs, tous les investisseurs. Il ne s'est pas appesanti sur un seul type d'investisseur. Mais à écouter les uns et les autres, j'ai l'impression qu'il y a des freins, que cette relation n'est pas tout à fait optimale. Donc je voudrais savoir, selon lui, qu'est-ce qui explique que malgré tout ce que l'administration ivoirienne met en place, on a l'impression qu'il y a encore des incompréhensions et qu'il y a encore des choses à faire. Et quelles sont les solutions qu'il propose? Rapidement, en 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, merci monsieur. Je vais essayer de vous donner une réponse en 2 minutes. Monsieur le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, je crois que est venu à mon secours en apportant un certain nombre de précisions. Il faudrait déjà que nos investisseurs notent que nous évoluons dans un espace communautaire. C'est-à-dire que nous voulons éviter que ceux qui ont les moyens aillent trop vite, les pays, et ceux qui n'ont pas les capacités soient très en retard. Si vous êtes dans un schéma comme celui-là, Monsieur le Président, je ne sais pas, Monsieur le Directeur Général, je ne sais pas sur un contrôle, je ne sais pas si on peut parler d'union. Il ne faut pas que les écarts au niveau législatif, au niveau des mécanismes à mettre en place soient trop importants d'un pays à l'autre au sein d'une même union économique et monétaire en attendant de l'étendre peut-être à la communauté économique des États de l'Ouest, la CEDEAO. Donc il y a des contraintes, je dirais, d'ordre pratique. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du président, directeur général de la BRVM, la Côte d'Ivoire est un peu trop en avance en matière de défiscalisation de l'investissement destiné à combler les espaces où l'État, de sa fonction régalienne, ne peut pas intervenir. Lorsque vous parlez, par exemple, de l'investissement dans le secteur du capital risque, ce n'est pas l'État qui va vous venir en secours dans ce domaine. L'État va se contenter des grands projets structurants de l'État lui-même. Mais il n'ira pas sur le marché concurrentiel de l'investissement. Et donc, ce que moi je peux dire, nous sommes tous des novices dans ce nouvel écosystème du triptyque investissement, bourse, État. C'est tous ensemble que nous devons travailler et c'est tous ensemble que nous devons relever les défis et faire en sorte que l'objectif qui est recherché, mais l'objectif c'est le développement d'un pays. On ne développe pas le pays, en tout cas éternellement, avec les ressources d'autrui. C'est ma conviction en tout cas. C'est que c'est les investisseurs ivoiriens, c'est les investisseurs togolais, c'est les investisseurs béninois, burkinabés qui vont développer chacun leur pays ou qui vont développer ensemble la zone UEMOA. Donc, moi je dis, pour terminer, la Direction générale des impôts est une vitrine, elle est au service du secteur privé. Nous sommes à la disposition des investisseurs selon la forme, quelle que soit la forme qu'ils auraient adoptée, afin peut-être de nous saisir pour mieux nous présenter leur activité. Peut-être que le dispositif n'est pas adapté à la réalité de l'activité.
pour mieux nous présenter l'activité, afin que nous puissions faire des propositions à nos autorités. Ils peuvent également prendre l'initiative de nous soumettre des propositions de solutions ou de lois en fonction de la spécificité des domaines. Et ensemble, nous travaillerons sur cette question-là pour un meilleur devenir du triptyque investisseur, bourse des valeurs immobilières, État. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je vais prendre quelque chose que vous avez dit en disant qu'il y a des disparités entre les différents pays de la zone. Vous, en tant que Directeur Général des impôts de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe d'un point de vue fiscal dans les autres pays. C'est très intéressant à savoir. Par contre, Monsieur le Directeur Général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, vous êtes le Directeur Général de la Bourse de tous les pays. Qu'est-ce que vous faites pour attirer l'attention des uns et des autres sur ces disparités-là? Moi, je ne parle pas de la puissance économique, mais je me base sur les disparités même législatives pour harmoniser ces législations-là afin de permettre, puisque le marché il est commun, aux investisseurs de pouvoir investir sans difficulté dans chacun de ces pays-là. La question de l'union est une question, je dirais, majeure pour nos pays. On a décidé d'être dans une union économique et monétaire et l'union est toujours basée sur la solidarité, mais en même temps, chaque pays a ses leviers, je dirais, de développement. Et c'est pour ça que nous avons deux façons de légiférer au niveau de l'Union. On peut adopter un règlement qui est un test d'application immédiate dans tous les pays. Quand il s'agit d'un sujet où la souveraineté des États n'est pas, je dirais, éventuellement remise en question. Mais la question de la fiscalité est une question de souveraineté pour les États. Je parle sous le contrôle du directeur général des impôts. Et on ne peut pas en cette matière-là légiférer par règlement qui s'impose à tous les États au même moment. C'est pour ça qu'on adopte le deuxième type de test qui est la directive. Et on a adopté une directive justement sur l'harmonisation de la fiscalité. Et chaque État est libre dans un délai donné de prendre les mesures pour arriver à transposer ces directives-là dans sa législation nationale. Ça peut prendre du temps. Parce qu'en fonction des leviers de développement, des priorités, on peut aller plus ou moins vite. Et comme le directeur général des impôts l'a dit, la Côte d'Ivoire est allée assez vite quand même sur pas mal de dispositions de cette directive, parce que inscrit dans une vision de développement qui est articulée dans un plan très clair et avec aussi des leviers qui sont beaucoup plus importants que pour certains pays. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas à l'optimum et la relation n'est sans doute pas optimale, mais une union, c'est une construction qui prend du temps. Et l'optimum doit combiner à la fois le temps et les moyens en vue d'atteindre les objectifs. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Mais à partir du moment où on veut pousser l'union vers une harmonie, pour que les États s'entraident, pour que, je dirais, les économies fonctionnent de façon harmonieuse, ça, on doit garder cette ligne-là, parce que c'est un peu la philosophie qui a conduit à la création de la BRVM, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes un marché, je dirais, sans frontières pour les États et les citoyens de notre Union. Un Ivoirien peut devenir demain matin actionnaire d'une société au Sénégal. Un Togolais peut devenir demain matin actionnaire d'une société en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de limite à cela.
quand un État emprunte, quand l'État de Côte d'Ivoire emprunte, les ressources peuvent venir du Bénin, du Togo, du Sénégal. Quand le Sénégal emprunte, les ressources peuvent venir du Burkina, du Mali, du Niger. Ça, c'est important. D'avoir cette solidarité-là, quand un État a besoin d'argent, de pouvoir s'adresser à tout l'espace pour pouvoir lever des ressources. Je crois que c'est toute la beauté de notre union et la force de notre union. Et maintenant, il peut y avoir dans l'espace-temps quelques disparités, quelques ajustements à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Merci. Monsieur le conseiller technique du ministre de l'Industrie, tout à l'heure, vous avez énuméré un certain nombre de besoins. C'était des besoins, on a besoin d'eux, on a besoin de. Qu'est-ce que vous faites concrètement, maintenant que les besoins sont identifiés, pour attirer les investisseurs, notamment les fonds d'investissement, pour apporter des solutions financières à ces besoins-là? En 2 minutes. Oui, je parlerai de 2 structures qui dépendent du ministère du Commerce et de l'Industrie et qui ont des besoins de financement immédiat concernant les zones industrielles. Il y a la possibilité pour des investissements, des investisseurs locaux et des investisseurs étrangers d'investir dans les zones industrielles. Le régime qui a été mis en place, le directeur général de la SOGIDI va le développer. C'est un régime qui permet aujourd'hui de regarder dans les besoins en fait qui ont été exprimés par le gouvernement ivoirien à travers les différentes zones industrielles, de choisir et de dire je suis intéressé, je veux construire des zones industrielles à travers des PPP, à travers des BOT, pour voir comment on peut travailler et comment on peut choses. La fiscalité a été regardée et on considère que c'est une fiscalité qui est intéressante, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Donc qui peut intéresser en fait différents investisseurs. Et on a des besoins qui sont déjà exprimés, de groupes internationaux qui viennent. Donc c'est des discussions qui sont en cours pour voir comment toutes les matières premières bénéficient pour les stress de ce soir. Et aujourd'hui, c'est fondamental qu'on puisse, au niveau industriel, avoir un financement beaucoup plus important. L'État avancer les choses et à travers des financements, l'une des contraintes que la plupart de nos États ont, c'est de ne pas augmenter l'endettement. On essaie de trouver des voies alternatives de financement par rapport aux besoins. L'État perçoit à travers la Direction générale des impôts un certain montant d'impôts qui ne s'agrandit pas aussi vite qu'on le souhaiterait en fonction des besoins. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des financements alternatifs pour pouvoir avancer. Il y a des propositions qui sont déjà en cours, qui sont sur la table. Ce qu'on espère, c'est aussi bien au niveau du private equity, du venture capital, des structures qui puissent regarder ça, qui puissent s'y intéresser et qui puissent décider d'avancer. C'est les discussions qui sont en cours. On ne souhaite pas, on n'est pas dans un monde où on rêve et où on espère. Il y a des propositions en cours, il y a sur la table des scènes de négociation. On est ouvert. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays où le secteur privé, pour nous, demeure prioritaire pour l'ensemble du gouvernement ivoirien. Donc on est prêt à discuter, on est prêt à regarder. Et on est prêt à voir comment bâtir des types nouveaux de financement pour construire tout type d'infrastructure. Donc aussi bien dans le domaine commercial que industriel. Et on est prêt à solliciter, si nécessaire, des exceptions auprès de l'administration fiscale. Merci. Quand c'est nécessaire de le faire. Pour nous, c'est ça le plus important. Merci. Monsieur le président de l'ADIC, lorsque je préparais cet événement, j'ai eu beaucoup d'étudiants des grandes écoles ivoiriennes qui se sont plaints, qui ne connaissent même pas les entreprises qui sont ici, de private equity et de venture capital, qui exercent sur la place ivoirienne. Moi, je sais qu'en Europe, les entreprises, les VC et les PI font
des communications en direction de ceux qui peuvent leur apporter des projets. Qu'est-ce que vous répondez rapidement, en 2 minutes, à ces complaintes-là, qui sont nombreuses? Écoutez, à ces contraintes, je répondrai qu'on est une industrie relativement jeune, on est une association relativement jeune. On est aujourd'hui en train de mettre en place tout un outil, un arsenal de communication en direction des étudiants, en direction des entreprises que l'on cible, en direction de notre écosystème pour mieux communiquer sur les choses que l'on fait, pour mieux communiquer sur nos objectifs, nos mandats et comment est-ce qu'on est organisé, pour répondre rapidement à votre question. Okay, merci. On va rester sur vous. En 1 minute, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, écoutez, je dirais merci déjà aux représentants de Monsieur le ministre, merci à Monsieur le directeur général des impôts. J'ai senti la main tendue sur la discussion sur certains sujets, donc je n'hésiterai pas à passer le voir. Merci aussi au directeur général de la BRVM qui a fait beaucoup d'efforts dans la création de plusieurs compartiments, la création aujourd'hui d'un compartiment dédié aux PME. On sent qu'il y a des efforts pour attirer certaines sociétés non cotées à la bourse et on le remercie pour ça. Il faudrait peut-être qu'on échange un peu plus dans les détails. C'est l'occasion de ces forums-là de trouver des discussions en marge pour parler de liquidité, on en parlait tout à l'heure, pour parler de profondeur du marché, pour parler d'appétit des investisseurs sur notre marché ivoirien. Merci aussi aux intervenants, merci aux participants. Et j'espère que cette édition, qui est la première, et ce forum se déroule sous de meilleurs auspices. Voilà. Merci beaucoup, Président. Passez le micro au conseiller technique, on va venir comme ça. Votre mot de la fin en 1 minute. Le mot de la fin, en fait, c'est pour exprimer, en fait, il y a un certain nombre de besoins qui ont été exprimés dans le cadre du PND. Et je pense que pour les structures de private equity et de venture capital étrangères ou locales qui ont choisi de venir à Abidjan pendant ces 2 journées, de regarder plus en détail ce qui est à travers les besoins exprimés par l'État ivoirien et de regarder les opportunités d'investissement qu'offre le secteur des PME, le secteur des TPE, il y a les pépites ivoiriennes qui existent et de voir comment on peut aller plus vite, plus loin. Mais c'est un défi. Il y a encore une certaine frilosité pour un certain type de private equity, de venture capital par rapport au marché francophone. Mais le marché s'agrandit très vite. Il y a des opportunités intéressantes à regarder. Et pour nous, c'est qu'on peut avancer ensemble et qu'on peut y aller. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la BRVM. Mon mot de la fin, c'est d'abord saluer en tout cas l'initiative, encore une fois, d'organiser ce sommet et me réjouir que cela a bien démarré pour une des rares fois, je vois sur un panel les autorités publiques, les institutions du secteur privé qui sont en harmonie, qui partagent la même vision de développement sans que ce ne soit des demandes à gauche, à droite, des critiques pour lesquelles on ne trouve pas de solution. Mais là, c'est très bien parti et je crois que l'engagement qu'on a senti de l'État de Côte d'Ivoire à travers ses représentants de l'association montre bien que c'est un sujet qui tient à cœur à tout le monde et qu'on doit tous travailler pour vraiment arriver à développer le financement à long terme du secteur privé. En tout cas, nous, en tant que bourse, je veux réaffirmer notre disponibilité, notre engagement à travailler avec toutes les parties prenantes pour que notre bourse 5e aujourd'hui monte dans le classement des bourses africaines et soit le réceptacle de plus d'entreprises secteur privé pour que les champions nationaux que nous cherchons à construire tant soient vraiment le moteur de la croissance et développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région au cours des prochaines années.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On va finir par le directeur général des impôts qui va donner son mot de la fin. Merci, monsieur le modérateur. Le mot de la fin, c'est félicitations et sincères remerciements aux organisateurs de cet événement. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un bébé est né, mais pour qu'il grandisse et qu'il grandisse bien, il a besoin de chacun de nous ici, autour de ce panel, tout comme de ceux ou celles qui sont dans ma salle. La Direction générale des impôts, du moins l'État de Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale des impôts, sera à vos côtés, à tout moment et chaque fois que besoin sera. Je peux vous assurer de la disponibilité de mes services et je vous souhaite bonne chance, bon courage. Nos portes vous sont ouvertes. À vous, en tant qu'organisateur, tout comme à tous les investisseurs dans tous les domaines qui pourront être les leurs, parce que sans investissement, il n'y a pas de développement. Sans développement, c'est la pauvreté. Nous devons sortir, et la Côte d'Ivoire est en train de sortir de ce schéma. L'événement que vous organisez est une opportunité à saisir, chacun en ce qui le concerne, pour que nous allions de l'avant. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce panel. Et j'espère avoir répondu aux attentes, tant de vous-même que de vos invités. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup au directeur général des impôts, au directeur général de la BRVM, au conseiller technique du ministre et au président de l'A2IC. Lorsque j'ai eu l'idée de faire ce sommet, la première personne qui m'a répondu, c'est le directeur général de la BRVM. Sachant que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, il m'a envoyé par mail, il a fait scanner sa réponse avec son tampon dessus, il m'a envoyé par mail. Il a fait déposer le courrier dans le locaux ici de la Riviera. Je voudrais le remercier pour ça. Le directeur général des impôts, lorsqu'il a reçu le courrier, les gens ont l'habitude de dire que l'administration publique est lente. J'ai été très étonné de la célérité des services des impôts. Je me suis dit, ah, ce n'est pas pour taxer seulement qu'ils sont rapides. Et ce fut avec un grand plaisir que j'ai reçu sa réponse, d'être présent parce qu'il était très important qu'il soit là. Je suis d'autant plus convaincu que ce bébé qui est né va grandir, qu'il vient de prendre l'engagement d'être à nos côtés pour les éditions suivantes. Merci beaucoup, monsieur le DG. C'est ce que nous espérions. Nous espérons vous avoir, vous tous qui êtes dans la salle et ceux qui sont sur le panel aujourd'hui, l'année prochaine. Comme j'ai dit, c'est pas facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et si tout le monde le faisait, ça n'aurait plus de valeur. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir été à ce panel. Et c'était le panel d'ouverture de l'Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit. J'espère que vous avez aimé les interventions de nos experts, parce que ce sont des experts, des praticiens. Et j'espère que ça va servir à tout un chacun de nous. Merci beaucoup.
Pouvoir industrialiser, il faut avoir des zones industrielles. Et la SOGIP est en place pour pouvoir améliorer le fonctionnement des zones industrielles en Côte d'Ivoire, les diversifier, les faire sortir d'Abidjan, les faire sortir de centres égaux et couvrir la majorité du territoire ivoirien. Thank you so much, Mr. Tenny. Thank you so much, Dr. Edu. Thank you so much, Mr. Check, for this wonderful intervention. And I hope we learned a lot from this panel.